L'orage était impitoyable, peignant le ciel de nuances de meurtrissure. Dans la clairière, un cheval solitaire se tenait immobile, sa robe d'un argent délavé, trempée et grelottante. Ses oreilles s'orientèrent vers l'avant, ses muscles tendus, ses yeux fixés sur quelque chose juste au-delà des arbres. Puis, sans prévenir, il poussa un hennissement profond et perçant qui résonna dans les bois. Un son qui n'était pas une question, mais un avertissement. La route menant à la crête était presque invisible sous le rideau de pluie. La boue giclait sur les flancs d'un SUV noir qui s'arrêtait en rampant près de la lisière de la forêt. À l'intérieur, Richard Lambert était assis, raide, au volant, les mains crispées, la mâchoire serrée. Sur la banquette arrière, Laura, 5 ans, gisait recroquevillée sous une couverture humide. La peau rouge, le souffle court, son petit corps secoué par la fièvre. Il ne dit rien. Il se contenta d'ouvrir la portière, de sortir dans la tempête et de la prendre dans ses bras, doucement mais avec distance. La tête de la petite tomba contre son épaule. Elle ne se réveilla pas. Quelques pas dans les bois, il la déposa sur la terre froide. Pas de baiser, pas d'adieu. Juste un murmure à peine audible dans le vacarme de la pluie. Ton existence n'a jamais été prévue. Il tourna les talons et s'en alla. Mais cette nuit-là, quelque chose d'autre avait observé la scène. Une force qui n'était pas celle de la culpabilité, mais celle de l'instinct. Richard Lambert n'avait pas grandi dans le luxe qu'il portait aujourd'hui comme une armure. Son père avait bâti Lambert BTP à partir de rien, brique par brique, et Richard n'avait pas seulement hérité de l'Empire, mais aussi du poids de son image. Chacun de ses gestes était calculé, chaque mot répété. Il n'y avait pas de place pour les failles, surtout pas les silencieuses. Laura avait été un secret. Né d'une brève liaison avec une employée de maison dont il se souvenait à peine. Quand elle était morte en couche, Richard n'avait pas eu l'intention d'élever l'enfant, mais le scandale de l'abandon était un risque qu'il ne pouvait pas se permettre. Il a donc gardé Laura cachée dans une propriété privée à l'extérieur de la ville, sous la garde d'employés. Il lui rendait visite une fois par semaine. Jamais assez longtemps pour qu'elle apprenne le signe pour papa, mais juste assez pour vérifier si elle était encore en vie. Elle était née sourde. Les médecins disaient qu'elle avait du potentiel. Avec du soutien, une thérapie, de la patience, elle pourrait s'épanouir. Mais Richard n'entendit que le mot « défectueuse ». Il ne pouvait pas comprendre ses gestes, ses dessins ou la façon dont elle le regardait comme si elle essayait de mémoriser son visage. Il ne voulait pas comprendre. Elle lui rappelait quelque chose qu'il s'efforçait d'effacer, que sa vie n'était pas aussi nette et parfaite qu'il le prétendait. Quelques jours avant la tempête, Laura tomba malade, forte fièvre, inconsciente. Le médecin suggéra une hospitalisation, des tests, des spécialistes, des soins à long terme. Les rumeurs commencèrent. Les gens se demandaient où il disparaissait une fois par semaine. Les mensonges devenaient de plus en plus difficiles à maintenir. Et Richard détestait quand les choses lui échappaient. Il prit ses dispositions. Il choisit une nuit sans lune, un endroit où personne ne tomberait par hasard, et une histoire répétée pour les médias sur un enlèvement qui aurait mal tourné. Alors qu'il conduisait dans la tempête avec Laura tremblante sur la banquette arrière, ses yeux ne quittaient jamais la route. Mais chaque fois qu'il jetait un coup d'œil dans le rétroviseur, il voyait sa main pressée contre la vitre, ses doigts formant des signes qu'il ne pouvait pas lire, ou qu'il ne se souciait pas de lire. Il se gara, ouvrit la portière, la souleva une dernière fois. Elle était brûlante. Et pourtant, alors qu'il la déposait et lui tournait le dos, quelque chose dans les arbres bougeait déjà, observait, respirait, attendait. Richard voulait une chose par-dessus tout, le contrôle. Il contrôlait les marchés, il contrôlait les récits, il contrôlait les gens. Mais Laura, elle était la seule chose qu'il ne pouvait pas façonner, pas réparer, pas faire taire. Elle était née d'un moment de faiblesse et, pour lui, elle symbolisait tout ce qui pouvait mal tourner si la vérité venait à être révélée. Et maintenant, elle était malade. Au début, il envisagea de l'envoyer dans un établissement privé, sous un faux nom. Laisser les autres s'en occuper. Laisser le silence être le fardeau de quelqu'un d'autre.
Mais cela comportait des risques, des traces écrites, des questions, des témoins. Quelqu'un pourrait la reconnaître, quelqu'un pourrait creuser plus loin. Puis vint le reportage télévisé. Un journaliste mettant en avant les récents dons de la Fondation Lambert aux hôpitaux pour enfants. Les projecteurs, l'image parfaite, l'illusion d'un magnate généreux et bienveillant. Il ne pouvait pas risquer que Laura gâche tout ça. La décision finale ne fut pas prise par haine, elle fut prise par peur, peur de la faiblesse, du jugement, d'être vu pour ce qu'il était vraiment. Alors il l'enveloppa dans une couverture qui sentait l'antiseptique et la lavande. Il conduisit pendant 3 heures dans le Massif central, là où aucun signal de téléphone n'osait s'aventurer. Il se gara près d'un vieux sentier de service qu'il avait utilisé une fois lors d'un séminaire. Pas de caméra, pas de lumière, juste des arbres. Et la pluie. Quand il la sortit de la voiture, elle ne bougea pas. Elle était si petite, si immobile. Alors qu'il la portait, elle émit un son faible, à peine un gémissement. Ses lèvres bougèrent, formant un nom qu'elle n'avait jamais prononcé à voix haute. « Papa !» Mais Richard détourna le regard. Il la déposa au pied d'un arbre, sa tête reposant sur la mousse humide. Sa respiration était superficielle, sa peau pâle, brûlante au toucher. Un frisson la parcourut et ses doigts se crispèrent sur la boue. Il hésita, un court instant. Puis, il tourna les talons. Et il partit. Des branches craquèrent sous ses chaussures. La pluie engloutit ses pas. Dans sa poitrine, quelque chose se serra, mais il l'enfouit sous des décennies de détachement exercé. De retour à la voiture, il resta assis une longue minute, respirant lourdement, fixant le vide. Il démarra le moteur, partit, et ne regarda jamais en arrière, pas une seule fois. Derrière lui, dans le silence humide, la forêt expira, et quelque part dans ce souffle, un rythme commença à changer. Des sabots s'enfoncèrent doucement dans le sol meuble, des yeux clignèrent dans l'obscurité. Une forme commença à se déplacer vers la silhouette brisée gisant dans la terre. Les doigts de Laura tressaillirent, mais personne n'entendit. Personne, sauf le cheval. La pluie ne s'arrêta pas. Heure après heure, elle tomba comme si le ciel lui-même s'était fissuré. Laura gisait immobile sous l'arbre, la fièvre faisant rage dans son petit corps comme un feu sous la glace. Ses joues étaient rouges de chaleur, mais ses lèvres tremblaient de froid. Elle dérivait dans un brouillard gris, prise entre des rêves et quelque chose de plus sombre. Dans un rêve, sa mère la tenait dans ses bras, mais sa mère était partie depuis son premier souffle. Dans un autre, le visage de Richard planait au-dessus d'elle, inexpressif, distant. Elle tendit la main vers lui, mais il se dissipa comme de la brume. Le sol sous elle devenait plus mou à chaque minute, la boue avalant lentement les bords de sa robe. Sa main bougea une fois, 2 doigts tressaillant dans un signe qu'elle utilisait pour « en sécurité ». Mais il n'y avait personne pour le comprendre. À des kilomètres de là, Richard était assis dans une suite d'hôtels, parfaitement au sec. Le feu crépitait dans la cheminée. Il était au téléphone avec son publiciste, la voix calme et étudiée. « Nous pensons qu'elle a été enlevée de notre domaine privé tard hier soir, dit-il, en jetant un bref coup d'œil à une déclaration préparée. Aucun signe d'effraction. Nous coopérons pleinement avec les autorités. » Un léger tremblement dans sa main était la seule trace de vérité. Au matin, les médias s'étaient déchaînés. Les gros titres criaient « Une tragédie frappe la famille d'un magnate de la technologie. Sa fille a disparu. » Des caméras campaient devant le siège de la Fondation Lambert. La sympathie affluait d'inconnus. Ils se tenaient devant les microphones, les yeux vitreux, la voix se brisant sur commande. « Nous voulons juste qu'elle rentre à la maison. » Mais Laura ne faisait plus partie de ce monde. Elle sombrait. Ses oreilles n'enregistraient rien d'autre que le battement sourd de la fièvre à l'intérieur de son crâne. Ses yeux s'entr'ouvrirent une fois sur un monde de flou et d'ombre. Et dans cette brume, elle vit un mouvement, une forme, grande, silencieuse, qui observait. Ombre était dans les arbres depuis des heures, la tempête ne le dérangeait pas. Né libre sur des terres sauvages, il appartenait au vent et à la pluie. Mais ça,
Ce n'était pas quelque chose qu'il voyait d'habitude. L'enfant n'était pas une proie, ni une menace. Elle ne bougeait pas comme quelque chose qu'il avait appris à éviter. Elle semblait brisée. Il fit un pas, puis un autre. Plus près maintenant, il baissa sa tête massive et renifla. Une chaleur émanait d'elle. Une odeur étrange s'accrochait à sa peau comme de la fumée de ville et de la tristesse. Elle ne tressaillit pas. Sa respiration venait par pulsations faibles. Ombre se tenait immobile au-dessus d'elle, écoutant simplement. Puis lentement, il fit quelque chose de rare pour une créature de sa taille. Il s'agenouilla, pas complètement, juste assez pour pousser doucement son épaule avec son museau. Elle remua, mais ne se réveilla pas. Ombre pressa son front contre le sien un instant, comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Quelque part au fond de lui, la sauvagerie se tut, et quelque chose de plus ancien s'éleva. Quelque chose de plus ancien que l'homme ou la machine. Quelque chose qui murmurait « Celle-ci, maintenant, est à toi ». De retour à l'hôtel, Richard regardait les voitures de police passer aux informations. Il cherchait au mauvais endroit, des endroits qu'il avait suggérés. Son plan fonctionnait. Mais dehors, le ciel commençait à s'éclaircir. Et quelque part, sous des arbres plus vieux que les noms, un serment silencieux se formait, non pas en mots, mais en mouvement, en souffle, en instinct. Ombre enjamba prudemment la fillette, se plaçant entre elle et le vent froid. Il baissa de nouveau la tête, cette fois en saisissant le bord de sa couverture trempée entre ses dents. Il ne comprenait pas la maladie, mais il comprenait l'immobilité. L'immobilité signifiait le danger. Avec une détermination tranquille, il commença à tirer. Le chemin devant lui était escarpé, la boue glissante de racines et de pourritures. Mais Ombre se déplaçait lentement, délibérément, traînant son corps sur la mousse et les feuilles mortes, ses sabots évitant les rochers les plus pointus avec une précision surnaturelle. Il ne savait pas où il allait, mais quelque chose dans sa poitrine pulsait avec une direction. Quelque part au-delà des arbres, par-delà la crête, il y avait de la lumière et peut-être la sécurité. Et il l'y emmènerait, pas à pas, peu importe la distance, peu importe le temps, car la forêt lui avait murmuré son nom, et maintenant il était sien. Avez-vous déjà été témoin d'un moment où un animal a fait quelque chose de si humain que cela vous a laissé sans voix? Peut-être était-ce un regard, un geste, un acte silencieux de protection. Si quelque chose de ce genre a déjà touché votre vie, partagez-le dans les commentaires. Parfois, votre histoire peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour croire à nouveau en la bonté. Ombre n'avait jamais connu de sel, n'avait jamais répondu aux reines ou aux cavaliers. Il errait aux abords des terres de la famille Dubois, apparaissant et disparaissant avec les saisons comme un esprit à moitié sauvage. Les gens du coin disaient qu'il était né pendant un orage et qu'il pouvait sentir le danger avant qu'il n'arrive. Mais rien dans ces années de liberté tranquille ne l'avait préparé à cela. La fillette respirait à peine maintenant. Sa peau, cireuse et humide, son pouls s'affaiblissant. Ombre baissa la tête une fois de plus, expirant un air chaud sur son visage, comme pour tenter de la rappeler. Puis, quelque chose changea. Il se plaça derrière son petit corps, glissa sa tête avec précaution sous ses bras et d'un seul mouvement puissant, la hissa sur son dos. Son poids était léger comme une plume, mais sa présence était lourde, comme s'il portait une question à laquelle la forêt elle-même avait besoin d'une réponse. Ombre se tourna vers les collines, s'éloignant du chemin par lequel il était venu, et commença à marcher. Ses sabots se déplaçaient avec une conscience surnaturelle, évitant les trous, contournant les épines, faisant le tour de l'épine dorsale courbée d'une branche morte, comme si elle pouvait la briser davantage. Et pourtant, Laura ne se réveillait pas. À la lisière de la forêt, au loin, la première lampe sur le porche de la ferme des Dubois s'alluma. Rita Dubois avait l'habitude de laisser la lumière du porche allumée pendant les orages, plus pour elle-même que pour quiconque. Depuis la mort de sa mère, elle trouvait du réconfort dans cette lueur, comme un phare pour l'âme. Cette nuit-là, elle jura avoir entendu quelque chose, des sabots sur le gravier. Mais ce n'est que lorsqu'elle sortit avec une lampe de poche qu'elle vit la silhouette. Un cheval gris, trempé, immobile, et sur son dos, un enfant.
Elle courut pieds nus, le cœur battant à tout rompre. Ombre ne bougea pas quand elle s'approcha, ne tressaillit pas. Il resta simplement là, à attendre, comme s'il lui avait apporté quelque chose d'important et qu'il avait maintenant besoin que quelqu'un le reçoive. Rita tendit les mains, tremblantes, et descendit la fillette. Sa peau était brûlante. « Mon Dieu !» murmura Rita, la voix brisée. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle se tourna pour regarder le cheval. Mais il était déjà parti, disparaissant à nouveau dans les arbres comme s'il n'avait jamais été destiné à rester. Personne ne comprit pourquoi il l'avait amené. Mais Ombre, lui, le savait. Elle était sienne maintenant. Rita n'attendit pas. Elle fit irruption dans la maison avec Laura dans ses bras, appelant son père. « Papa, j'ai besoin de couverture, tout de suite. » Michel, un homme de peu de mots mais aux instincts infinis, ne posa pas une seule question. En quelques minutes, le feu rugissait dans la cheminée. La fillette était enveloppée dans de la flanelle et installée sur leur canapé en cuir usé. Rita lui appliqua des linges frais sur le front, chuchotant à une enfant qui ne pouvait pas entendre. Laura s'agita une fois, ses yeux s'ouvrant une fraction de seconde. Quand Rita parla, Laura ne réagit pas. Mais quand elle se pencha et bougea doucement ses mains, signant les quelques mots dont elle se souvenait de son bénévolat à la bibliothèque, la fillette cligna des yeux. Juste une fois, puis de nouveau. Elle comprenait. Cette nuit-là, Rita dormit à peine. Elle resta assise à côté de Laura, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, régulière mais superficielle. Son père Michel prépara de la soupe, bien qu'aucun d'eux ne mangeât. La tempête était passée, mais une autre sorte de tension remplissait maintenant la maison, une qui n'avait rien à voir avec la pluie. Le matin, Laura était toujours silencieuse, mais elle observait attentivement Rita, ses yeux suivant chacun de ses mouvements. Ombre ne revint pas, mais sa présence persistait, des empreintes de sabots près du porche, une légère indentation dans l'herbe mouillée là où il avait attendu. À midi, la fillette s'assit sur le canapé, faible mais vivante. Elle attrapa un crayon sur la table basse et griffonna quelque chose au dos d'une liste de courses. Un mot, en sécurité. Rita sentit sa gorge se nouer. Elle regarda son père qui hocha simplement la tête. Qui qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, elle faisait désormais partie d'eux. 2 jours plus tard, Rita alluma la télévision pendant le petit déjeuner. Ce qu'elle vit lui fit tomber la cuillère de la main. Richard Lambert, debout derrière des microphones, implorant des réponses. « Notre fille nous a été enlevée, dit-il. Nous offrons une récompense de 100 000 € pour toute information menant à son retour. » Un avis de recherche s'afficha à l'écran. Le visage de Laura. Mais le sourire était forcé. Mise en scène. Une photo d'un gala de charité que Richard avait organisé des mois auparavant. « Sa fille ?» marmonna Michel. « C'est maintenant qu'il la veut ?» Les entrailles de Rita se tordirent. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi demander de l'aide s'il l'avait abandonné, à moins que... Il voulait effacer ce qu'il avait fait, réécrire l'histoire, être le héros de son propre gâchis. Plus tard, dans l'après-midi, une voiture de la gendarmerie monta le chemin de terre jusqu'à leur ferme. Le gendarme dit qu'il avait entendu parler d'une enfant correspondant à une alerte récente. Quelqu'un à la pharmacie du village avait vu Rita acheter des médicaments. Il demanda à voir la fillette. Rita hésita. Puis Laura jeta un coup d'œil par l'encadrement de la porte, timide, serrant le carnet à dessin que Rita lui avait donné. L'officier s'adoucit. « Nous devrons informer l'aide sociale à l'enfance. » Cette nuit-là, Laura ne dormit pas. Elle était assise près de la fenêtre, dessinant. Rita jeta un coup d'œil au dessin. Une voiture, un homme, des arbres, et une fillette allongée seule sous la pluie. Michel ne dit pas grand-chose. Il alluma juste sa pipe, fixa la nuit et dit « Cet homme va venir ici lui-même. Tu le sens ?» Rita hocha la tête. Et Laura? Elle continua simplement à dessiner. Mais lorsqu'une paire de phares apparut à l'horizon le lendemain, elle n'eut pas besoin d'entendre le moteur. Ses mains se mirent à trembler. Elle laissa tomber le crayon et courut. Le SUV noir remonta le long chemin de terre comme une ombre pleine d'intention. Rita se tenait sur le porche, les bras croisés, le cœur battant. Michel s'appuyait contre la clôture, les yeux plissés sous le bord de son chapeau.
Laura n'était nulle part en vue. La voiture s'arrêta. Un homme en sortit, costume impeccable, chaussures cirées, s'enfonçant maintenant dans la boue. Richard Lambert n'avait pas vieilli d'un jour depuis la dernière fois que Rita l'avait vu à la télévision. Mais de près, son visage était tendu, pâle, presque craquelé sous le poids du mensonge qu'il essayait encore de maintenir. Derrière lui, un avocat et une femme des services sociaux suivaient, mallette à la main. « Monsieur Dubois », commença l'assistante sociale, « nous avons été informés qu'une enfant disparue pourrait se trouver ici. C'est une question de garde et de sécurité. » Michel ne s'y a pas. « Elle est en sécurité, ça, je peux vous le garantir. » Richard balaya la cour du regard. « C'est ma fille, » dit-il doucement, comme si cela avait encore un sens. Comme sur un signal, un mouvement près de la grange attira leur attention. Laura, lentement, délibérément, elle sortit de derrière la porte tenant son carnet à dessin comme un bouclier. Elle marcha pieds nus dans l'herbe mouillée, les yeux fixés, non pas sur les officiels, non pas sur Rita, pas même sur l'avocat, mais sur lui, son père. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. Richard ouvrit la bouche, prêt à s'agenouiller, à feindre la douceur. « Laura, ma chérie », elle leva la main. Aucune voix ne sortit, seulement des signes, précis, puissants, tremblants. L'assistante sociale se tourna vers l'interprète qu'ils avaient amené, qui commença à traduire lentement. « Tu m'as abandonné. Tu m'as regardé brûler. Tu as dit que j'étais une erreur. » Rita vit Richard tressaillir. Sa bouche s'ouvrit, mais rien ne sortit. Alors Laura ouvrit son carnet à dessin. Page après page, pluie, boue, phare. Un homme qui s'en va. Un cheval qui apparaît dans les arbres. Elle tourna une page de plus. Le dessin d'une maison, une lumière sur un porche et un cheval montant la garde. Ombre. À ce moment, comme invoqué par le souvenir, le bruit sourd des sabots s'éleva de la lisière de la forêt. Ombre émergea lentement des bois, sa robe brillant au soleil de l'après-midi, son allure calme et assurée. Il se déplaçait comme une créature de légende. Il marcha droit vers Laura, s'arrêta, baissa la tête à côté de son épaule et resta immobile. L'assistante sociale cligna des yeux. L'interprète essuya une larme. Même l'avocat baissa son presse-papier. Richard fit un pas en avant. Ombre bougea. Pas violemment, juste un seul sabot dans la terre, un déplacement de poids, une inclinaison de la tête. Mais c'était suffisant. Richard se figea. Et dans ce silence chargé, Laura tendit la main. Pas vers lui, vers Ombre. Elle posa sa main sur son encolure, ferma les yeux et sourit. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Elle n'avait pas besoin d'être secourue, elle l'avait déjà été. Rita s'avança. Sa voix était ferme, douce, finale. Elle ne veut pas aller avec lui. Et je pense que le cheval vient de le faire comprendre parfaitement. L'assistante sociale hocha lentement la tête. Nous devrons ouvrir une enquête, possiblement une audience au tribunal. Alors nous y serons, dit Michel, avec tout ce qu'elle a dessiné et tout ce dont elle se souvient. Ombre tourna la tête, une oreille tressaillant. Derrière lui, le vent changea, doux et chaud. La tempête était partie, et le mensonge aussi. Des semaines passèrent. L'affaire fit les gros titres pendant des jours, puis s'estompa. Juste un autre scandale étouffé par l'argent et l'influence. Mais pas ici, pas dans ce coin tranquille du monde, où la vérité n'avait pas été dite avec des microphones, mais avec des dessins et du silence et des sabots. Laura resta. Le tribunal accorda la garde temporaire à Rita et Michel en attendant une audience complète. Mais avant même que les papiers n'arrivent, la maison avait déjà changé. Rita a pris plus de langue des signes en un mois qu'elle ne l'avait jamais fait à l'école. Michel se mit à écrire des étiquettes sur tout, porte, cuillère, ciel, juste pour que Laura puisse apprendre et rire quand il se trompait dans l'orthographe. Et Ombre, il ne s'éloigna plus jamais très loin. Chaque matin, Laura le trouvait près de la clôture, attendant. Ils se promenaient ensemble, sa petite main sur sa crinière, ses pas lents et réguliers à côté d'elle. Elle ne parlait toujours pas, mais son monde avait maintenant un son, pas à travers les oreilles, mais à travers la connexion. Parfois, au coucher du soleil, Rita les regardait depuis le porche, la fillette et le cheval, découpés par la lumière dorée,
se déplaçant en synchronie. « Elle n'est pas cassée », chuchota-t-elle une fois, à personne en particulier. « Elle apprend juste à parler à sa manière. » Laura se remit à dessiner. Pas des tempêtes, pas l'homme qui l'avait abandonnée, mais des jardins, et des clôtures, et des animaux blottis en paix. Son silence n'était plus du vide, il était plein. Parce que parfois, ceux qui nous sauvent n'arrivent pas avec des sirènes ou des discours. Parfois, ils arrivent sous la pluie, à quatre pattes, avec rien d'autre que l'instinct. Et ils restent, pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le choisissent. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme Laura, quelqu'un de silencieux, de négligé, ou rejeté par des gens qui auraient dû l'aimer en premier. Ou peut-être avez-vous rencontré un animal comme Ombre, un qui ne parlait pas, mais qui savait exactement quoi faire quand personne d'autre ne le savait. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez un commentaire. Dites-nous d'où vous regardez. On ne sait jamais qui pourrait lire vos mots et se sentir moins seul grâce à eux. Et si vous croyez que le silence peut contenir de l'amour et que l'instinct peut être plus fort que n'importe quelle excuse, alors partagez cette histoire, pas seulement pour Laura, mais pour chaque enfant qui attend d'être vu, chaque animal qui comprend déjà et chaque cœur qui sait. La famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est. Parfois, c'est celle qui nous trouve dans le noir et reste jusqu'au matin.